Je ne sais pas vous, mais avec le retour des beaux jours, ça nous démange et l'appel des grands espaces devient de plus en plus pressant. Alors aujourd'hui, on vous emmène prendre le grand air avec des balades rafraîchissantes. Avec l'éclairage ce matin, là, c'est génial. Depuis l'Ardèche, en canoë, jusqu'au fameux pont du Gard, classé au patrimoine de l'humanité. Alors, je ne veux pas philosopher sur l'âge des pyramides, mais enfin, tu te dis quand même que tu marches dans un ouvrage qui a 2000 ans. Ou encore, le long de la Drôme, une rivière à la qualité biologique exceptionnelle. Et donc, quand on a trouvé ça sous un caillou, on est content. Alors on est content. Tu es content. Alors moi oui, moi je suis toujours content. De toute façon, c'est une manière d'être. Et l'on terminera en montagne où Laurent a réappris à marcher. Allez, prenez vos sacs à dos, vos chaussures de rando et vive le printemps. Direction la rivière Ardèche, véritable trait d'union entre les hauts plateaux du Massif central et les paysages du Midi. Laurent vous emmène en canoë découvrir l'un des sites naturels les plus majestueux et fréquentés de notre région. Elles sont hautes les falaises là. Mais en ce début de saison, miracle, il est seul au monde. Bon alors voilà, on arrive sous l'emblème du département de l'Ardèche, le fameux pont d'Arc. C'est ça, le pont d'Arc. C'est super, Le fameux. Avec l'éclairage ce matin, là, c'est génial. Alors là, tu vois, avec la petite lumière du matin, c'est là où on apprécie le mieux un peu l'arche, parce que c'est vraiment majestueux. Hein. Elle est étroite, hein. Elle est étroite, elle fait quand même 35 mètres de haut, Ouais. juste l'arche là. Et c'est surtout l'équilibre des formes. On est quasiment dans une voûte romane un peu. Oui, c'est ça, parfait. On prendrait les côtes, là, ça y ressemblerait. Et ce qui, je pense, attire l'homme depuis toujours, hein, c'est cette harmonie des formes. Mais c'est l'endroit le plus connu de l'Ardèche, hein, ici. Je pense que c'est l'endroit le plus connu, en effet. C'est aussi ce qui a quand même fait connaître l'Ardèche, il faut le dire. Dès le XVIIIe siècle, c'est quand même un monument qui a une réputation déjà internationale, quoi. Et les premiers touristes furent les scientifiques, curieux de comprendre comment une telle arche suspendue s'était formée. En fait, le pont d'Arc est un parfait exemple de recoupement de méandres, c'est-à-dire qu'il y a environ 500 000 ans, la rivière a percé ici la paroi qui, autrefois, faisait barrière à son passage. Bref, elle a pris un raccourci. Avec le canoë, Olivier m'emmène explorer la base d'un des deux piliers. Donc voilà, ça permet de voir un peu comment ça pouvait être avant l'ouverture de l'arche. Ça devait être des galeries où l'eau s'engouffrait déjà. Hein. C'est impressionnant. Et là, c'est le paradis des castors et des loutres. Surtout les loutres, puisqu'elles peuvent piéger les poissons là, qui viennent dans les infractuosités. Il y a du fond là-dessous. Il y a jusqu'à 6 mètres de profondeur, ouais, sous le pont d'Arc. Et là, précisément. Oh, ici, je pense qu'on doit y être pas loin des 5-6 mètres. Ouais. Alors là, le débit de l'Ardèche est assez calme aujourd'hui. Tu me disais 6 à 8 mètres secondes. 6 à 8 mètres cubes seconde aujourd'hui, ouais, c'est ça. Mais ça peut être phénoménal. Alors ça peut monter bien plus, puisque en 1890, le 22 septembre exactement, le jour de l'équinoxe, elle est montée à quasiment plus de 7000 mètres cubes seconde. 7000 mètres cubes seconde. Ça veut dire que l'eau arrivait jusqu'au sommet de l'arche, presque. A priori, d'après les récits de l'époque, oui, c'était quasiment fermé, il ne restait plus que quelques mètres. Wow. Et du coup, elle prenait son ancien méandre abandonné. Ah oui, elle repassait de l'autre côté. Elle était repassée de l'autre côté. Ce qui est, il faut qu'elle fasse une crue de plus de 17 mètres pour repasser dans le méandre du Cirque d'Est. C'est énorme. Une fois franchi la porte du pont d'Arc, nous entrons maintenant dans la réserve naturelle. Point de départ de la célèbre descente en canoë, longue d'environ 30 km. L'été, il y a foule. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls et ça n'est pas plus mal pour apprécier le paysage. Donc c'est une réserve naturelle, hein, ici. C'est une réserve naturelle nationale même, donc un des fleurons de la biodiversité française, on va dire, tant par son aspect paysager que par la composition des différents écosystèmes qu'on va y retrouver. C'est une vraie mosaïque de milieux, avec beaucoup d'influences méditerranéennes, mais pas que, Et des climats différents. et des climats différents. Et d'ailleurs, on va rester dans le Midi, où une rivière aux caractéristiques proches de l'Ardèche permet aussi de somptueuses balades. C'est le Gardon. Si cette rivière est connue dans le monde entier, c'est grâce à son fameux aqueduc hérité de l'époque romaine. Se balader sous ses arches est un véritable voyage dans le temps. Cet aqueduc qui amenait l'eau depuis Uzès jusqu'à Nîmes était en fait un ouvrage titanesque. Et dans ce musée à la scénographie remarquable, on a reconstitué chacun des éléments aujourd'hui disparus qui permettaient donc cet acheminement. Alors le plus connu, le plus spectaculaire, bien sûr, eh bien il est là, c'est le pont du Gard. C'est le plus haut, c'est le plus grand. C'est aussi le seul qui reste debout, mais il y en avait beaucoup d'autres à l'origine. Alors tout ça pourquoi? Uniquement pour amener de l'eau dans la ville de Nîmes, car l'eau, c'était une valeur primordiale pour les Romains.
Kadem, c'est vraiment impressionnant de voir cet ouvrage. Et on arrive à se demander pourquoi ils ont dépensé autant de temps et d'énergie pour faire un pont. Un pont là qui ici a quand même une vocation première, c'est celle de porter un morceau de canalisation qui appartient à un aqueduc, l'aqueduc de Nîmes, Ouais. qui mesure 50 km Ah oui. et qui va aller capter des sources à Uzès, environ 25 km d'ici, et va les acheminer dans la cité romaine de Nîmes. Donc en fait, c'est un petit maillon qu'on voit là. Un tout petit maillon et un pont haut de 50 mètres qui est juste destiné à porter un morceau de tuyau, un morceau de canalisation pour apporter de l'eau sous pression à la cité de Nîmes. Un pont qui a résisté au temps mais qui a été pensé par un architecte, qui a été placé par un topographe. Et puis ce pont, lorsque le Gardon n'est pas en période de crue, Comme aujourd'hui. exactement, il a les pieds au sec, il est construit sur la roche, donc lui, pour le coup, il risque pas grand-chose. Après, l'architecte qui l'a pensé, il a évidé au maximum l'ouvrage pour qu'en cas de crue, en effet, l'eau puisse passer. Ici, les pluies sont parfois féroces, qu'elles soient déchaînées par les dieux romains ou par les célèbres orages cévenols du printemps et de l'automne. Un phénomène météorologique local qui peut durer des heures, voire des jours sans faiblir, en ravageant tout sur son passage. Tout sauf le pont du Gard. Tout ça a été complètement inondé. Exactement. Et là, on est sous l'eau. On est sous l'eau. Petite preuve qui en atteste encore aujourd'hui, sur les corniches là que tu vois au niveau de la base des arches, tu as encore les galets qui ont été déposés et qui Par sont l'eau. restés voilà, lors de la crue et après la crue. Et donc ces étraves devant chaque pilier étaient conçues déjà pour ça à l'époque. Ils savaient qu'il y avait des risques de crue. Ils avaient d'ailleurs imaginé qu'elles puissent être extraordinaires, ces crues. Exactement. Les Romains connaissent ce phénomène naturel récurrent, notamment lors des saisons automnales, et ils vont mettre à l'arrière du pont ce qu'on appelle des avant-becs, donc ces avancées triangulaires qui vont diviser la force de l'eau et permettre d'exercer une moins grande poussée sur l'édifice. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a rajouté après. Non, Ça absolument date pas. de 50 après Exactement, Jésus-Christ. ça c'est l'ingénierie romaine qui l'a déjà pensé à l'époque. Des Romains ingénieux, mais pas seulement. L'Empire souhaite aussi s'imposer par son art de vivre. L'eau ne doit plus servir uniquement à la consommation ou à l'hygiène, elle devient un enjeu pour la gouvernance qui compte éduquer le peuple nîmois. L'eau est partout en ville, jusque dans des lieux publics, aux usages parfois surprenants. Parmi les nombreuses utilisations de l'eau chez les Romains, il y avait bien sûr les thermes avec des systèmes ingénieux de chauffage de ce qu'on appellerait aujourd'hui des piscines ou des saunas, et puis bien sûr les latrines. Ce sont les Romains qui ont inventé les latrines. Alors à l'époque, on s'asseyait tous ensemble en randonnion, hommes et femmes confondus, et qu'est-ce qu'on y faisait ? On y refaisait le monde. Et oui, c'est entre autres ici qu'on parlait de politique et de démocratie. Des bâtisseurs citoyens donc, ingénieux aussi, mais également dotés d'un grand sens artistique. Il est évident que l'architecte là a un souci manifeste des proportions. Quand tu regardes le premier et le deuxième étage, tu vois que vraiment les arches sont superposées. Et au troisième étage, les arches certes sont plus petites, mais il fait en sorte que dans l'entr'axe, il y ait toujours deux arches présentes. Et ça, évidemment, ça va concourir à l'harmonie générale de l'édifice. S'ils savaient que 2000 ans après, ça serait classé au patrimoine mondial de l'humanité, son pont. Eh bien oui, puis le mérite là pour le coup. On peut d'ailleurs aller visiter la canalisation. Oui, à l'aide d'un guide, des visites guidées sont organisées tous les jours. Tu vas me servir de guide. Eh ben, y a pas Et de direction problème. le sommet, 50 mètres au-dessus du sol. Et là encore, cette visite privée me réserve des surprises. C'est étonnant, c'est plus de lumière comme ça. Alors ça, c'est fait exprès, c'est récent. Alors aujourd'hui, ça nous est bien utile. Ils sont en fait ouverts pour permettre lors des passages des visiteurs une certaine visibilité. Mais par ailleurs, il faut penser qu'au début de son fonctionnement, l'aqueduc a besoin d'entretien. Les dépôts calcaires, Ça, c'est des dépôts calcaires. exactement, ces dépôts calcaires qui ont été déposés par les vagues successives d'eau qui sont passées ici, doivent être enlevés. Et au début du fonctionnement de l'aqueduc, eh bien, pour permettre d'enlever ces dépôts calcaires, on avait des passages qui se faisaient par le haut, des systèmes de vannes qui bloquaient ou déviaient l'eau en amont, et le Romain venait avec son burin et son Pour enlever marteau. tout ça, là. Exactement, pas tout ça. Ouais, enfin, une Là, partie. ça marque vraiment des strates qui n'ont plus été entretenues justement, mais oui, c'était l'idée.
C'est très étrange de se promener là-dedans, parce qu'on sent quand même, alors je ne veux pas philosopher sur l'âge des pyramides, mais enfin, tu te dis quand même que tu marches dans un ouvrage qui a 2000 ans. Ouais, 2 fois millénaire, oui, et qui a résisté quand même jusqu'à nous. Donc ça, c'est pas rien. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est fort à la fois pour le visiteur et à la fois pour les habitants du territoire. Un attachement viscéral, affectif à ce monument. Et c'est vrai que nous qui y travaillons, on ne cesse chaque jour d'être subjugués par la beauté et la présence de ce monument dans un environnement naturel qui est magnifique. C'est vraiment une jonction entre deux mondes, hein. Un peu plus en amont, c'est les premiers contreforts des Cévennes avec un climat plus dur. Puis là, on est vraiment dans le midi méditerranéen. Et en quelques dizaines de kilomètres, on passe de ce climat quasi montagnard à ce climat et à cette ambiance méditerranéenne avec les oliviers, la garrigue, Oui, cette lumière. il y a vraiment un avant et un après-pont, là, c'est évident. T'as vu? On voit le Mont Ventoux, là, avec la neige au sommet. Les préalpes qui apparaissent Ouais. à notre vue. C'est magnifique, hein, ici. On l'oublie souvent, mais la Drôme n'est pas qu'un département. C'est aussi et d'abord une très belle rivière. D'ailleurs, pour vous prouver sa haute qualité biologique, Laurent va jouer les experts en milieu aquatique. Même si là, avec son épuisette et ses culottes courtes, on dirait plutôt un pêcheur de crevettes. Quoi? Des crevettes dans une rivière? Ah bah bravo! Pas du tout. En fait, je cherche des larves de perles et de trichoptères, car on ne parle pas assez de la larve de perles et de trichoptères. Et c'est très important. Et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas assez. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est parti. Laurent va nous emmener vivre une expédition scientifique qui débute du côté de la plaine de Vercheny. Ici, c'est la jungle, pour rejoindre la rivière. Et donc, on va arriver sur la plage, on va retrouver l'équipe jaune avec le totem, c'est ça? C'est tout à fait ça. Philippe sera mon guide, le Crocodile Dundee de la Drôme. Il connaît les pièges de la nature et les passages secrets. Tu sais où tu vas? J'espère. Je te laisse passer devant, comme ça, s'il y a des araignées, c'est toi qui les prends. Ouais. Et encore, les araignées, c'est pas ce qu'il y a de pire. Blague à part, Philippe est un accompagnateur en montagne naturaliste qui connaît vraiment bien les bêtes sauvages qui pourraient nous sauter dessus. Il y a des serpents? Alors, si j'en vois un, si on a la grande chance de voir un serpent, parce que c'est quand même pas si fréquent que ça, effectivement, je te préviendrai. Et puis je t'apprendrai à faire la distinction entre une vipère et une Ça, couleuvre. je sais. Ah, bien. Peut-être triangulaire ou pas, plus petit, et avec un truc sur la tête, non? Pour la vipère. Ouais, alors ça, c'est un peu approximatif quand même. En fait, le critère vraiment extrêmement important que tu peux voir très facilement, c'est que la couleuvre a la pupille ronde, comme nous, Ouais. alors que la vipère a la pupille verticale, comme les chats. Et ça, c'est un critère. Alors, avant de la regarder dans les yeux, si tu veux, moi, je me suis tiré, donc j'aurai pas Voilà. l'occasion de savoir. Mais Philippe n'est pas que l'ami des serpents, il est aussi celui des insectes microscopiques cachés dans l'eau. Comme s'il pouvait chuchoter à leur oreille et leur demander ce qu'ils ont à nous raconter. Oh, alors après, tu as la difficulté, c'est qu'il faut... Il faut soulever le faudra caillou. remettre le Et caillou. c'est ça, là, cette Eh ben petite voilà, bestiole, là? cette petite bestiole-là. Et donc, quand on a trouvé ça sous un caillou, on est content. Alors on est content. Tu es content? Alors moi oui, moi je suis toujours content. De toute façon, c'est une manière d'être. Mais là, je suis content parce qu'effectivement, tu vois, cette petite larve aquatique est en fait un marqueur de la qualité biologique de la rivière. Ce qui signifie quoi? Qu'on peut la boire? Peut-être pas quand même. Alors là, on a trouvé une larve de perle et cette bestiole ne supporte pas la pollution. Ouais. C'est ce qu'on appelle un indicateur biologique. La larve de perle n'est pas la seule à réjouir Philippe. Il y a toute une flopée de bestioles à chercher avec cette grille de lecture pédagogique qu'il a conçue lui-même. Là, on a trouvé, en fait, On a trouvé une larve de perle. larve de perle. Et donc, on est dans très bonne. Ah ben voilà. C'est génial, ce truc-là. Ah, c'est absolument génial. Parce que moi, je croyais que c'était, il fallait regarder à travers et voir si on voyait une bestiole. Ce qui est un peu stupide. Aujourd'hui, il faut savoir que la Drôme est une des dernières rivières véritablement sauvages d'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aménagement ou quasiment aucun aménagement. En aval, il reste des digues, mais si tu veux, tu n'as plus d'ouvrage en fait qui empêche l'écoulement naturel de la rivière. Pour dénicher d'autres monstres aquatiques, tels le fameux trichoptère, Philippe me propose de trouver un endroit où le courant sera moins fort et l'eau moins trouble. Mais en remontant le cours de la rivière, c'est aussi l'occasion de découvrir sur la route l'histoire tumultueuse de ce cours d'eau, à l'approche de ce qu'on appelle le saut de la Drôme ou encore le Claps. Ça, là? Ah oui, c'est Ça, là. impressionnant. Qu'est-ce que c'est? Ça date de 1442. Il y a vraisemblablement eu un tremblement de terre C'est énorme. qui en les fait a blocs. provoqué un gigantesque éboulement.
Ah oui, mais là, c'est des blocs gros comme des immeubles, quoi. Absolument, c'est gros comme des Impressionnant. immeubles. Et en fait, ce qui est intéressant avec le clap, c'est que ça a créé en amont Ouais. un bouchon. Ah, donc ça fait un barrage et... Ça a fait un barrage naturel, tout à fait. Ouais. Et c'est ainsi qu'un immense lac se forma, à l'origine du paysage actuel de plaine agricole. La rivière s'y faufile, beaucoup plus calme et transparente, parfait pour notre partie de chasse au trichoptère. Il faut laisser faire les professionnels, parce que lui, il prend le caillou, il le retourne de manière écologique, il enlève les bêtes de manière écologique, et moi, je le regarde de façon écologique, puisque je ne pollue pas la rivière en la traversant, par exemple. Et oui, il faut être très, très, très rigoureux. T'as trouvé des choses là encore? Puis l'eau est à 8 degrés. En fait, j'ai bien peur que sous chaque caillou, il y ait des petits habitants de la rivière, tu vois. Ça, là, c'est des bestioles, ça? Alors ça, non. Mais Non. ça, par contre, ouais. Tu vois ici. Ça, quelque c'est un chose. ver. Mais non, ça, c'est... Voilà. C'est ce que c'est. Ce sont des larves de trichoptères. Ah, la voilà, la fameuse larve de trichoptère qui a ceci de rigolo qu'elle se fabrique sa maison en agglutinant des petits cailloux ou en creusant des bouts de bois. Maison bestiole. Donc elle se fait sa petite maison, là on voit sa petite tétounette, elle est en train de sortir. Elle se fait son abri, tranquillement. C'est-à-dire qu'elle... Ah, regarde, elle est dessus là. Elle est dessus. Une rivière pleine de trichoptères et vous avez maintenant la preuve numéro 2 que la Drôme est dans un état sanitaire impeccable. D'ailleurs, on retrouve sans peine la petite perle de tout à l'heure. Parce qu'en fait... Oh, elle est mignonne. Oh, il y a des yeux. C'est ces yeux là? Non. Tout bébé, c'est très mignon, mais à l'âge adulte, c'est autre chose. Philippe en a attrapé un et en plein vol. Alors il va s'envoler ou pas? Ah, il va s'envoler. Alors attention, vas-y, fais le point comme il faut. Et tu c'est vois ça. bien les deux cercles. D'accord. Mais Le pauvre a l'air un peu assommé. Partout. Ouais, et je sais Sur pas si les elle va rivières s'en- propres. Je sais pas si elle va s'envoler. Ah si, si, là, elle va. Bon. Si, Non, non, là. mais on Voilà. va... Oh, elle est partie. Bon, ça va. Tu avais des bonnes claques, mais elle est quand même repartie. Avec la Drôme, on n'en est pas à un miracle près. Quand on sait qu'il y a encore 40 ans, tout le monde jetait ses poubelles dedans. Mais une prise de conscience collective a permis de changer le cours des choses avec l'abandon des pesticides pour l'agriculture, l'assainissement des rives et la destruction des barrages. Pourtant les barrages, moi je trouve ça plutôt chouette, ça me rappelle mon enfance. Donc un barrage se fait avec des cailloux, n'est-ce pas? Dans un endroit resserré, mais le problème c'est que plus vous le refermez, plus vous avez du courant. C'est bizarre, mais sur ce coup, je sens que Philippe va m'engueuler. Mais non, ça devrait être remboursé par la Sécu de faire des barrages, tellement c'est bon pour la santé de faire des barrages avec ses enfants. Mais en termes de continuité écologique, tu fais une erreur parce que en fait, tu barres concrètement cette grande voie de communication. On peut le faire, mais il y a un moyen de limiter l'impact ensuite. C'est de le défaire. Il faut absolument avoir toutes ces émotions, mettre le cul dans l'eau, excuse-moi, bien sûr, ça fait partie Mais des fois, on des fait pas grands exprès, hein. bonheurs, faire des ricochets, des fois on fait pas exprès. C'est à propos de ricochet. Faire des barrages, ah ouais, mais alors là, tu t'adresses au champion intergalactique. Avec du courant comme ça, c'est difficile. Hein. Alors, Et voilà excuse-moi, comment parce une que- expédition scientifique très sérieuse se termine en Olympiade de ricochet. Ouais, bon. Attention, ta crédibilité est en jeu. Hein. Je sais. 1, 2, 3. Celui-là est pas mal. Ouais. Bon, d'accord. Allez, on s'en va. Non, c'est bon, on s'en va. Allez, on quitte le fil de l'eau pour une escapade sur les sommets de Samoin en Haute-Savoie, où Laurent a réappris à marcher. Car oui, pour aller loin, il y a différentes façons d'avancer. En voici une particulièrement efficace, qu'on a testée pour vous. C'est vrai que depuis qu'on est tout gamin, on marche. On met un pied devant l'autre et en général, ça se passe bien. Seulement, voilà, il paraît que ce n'est pas la seule façon de faire. On peut marcher différemment, par exemple pour trouver ce qu'on appelle la pleine conscience ou encore tout simplement pour moins se fatiguer. Ça s'appelle la marche afghane et c'est ce que je vais tester pour vous aujourd'hui avec Claire dans cette magnifique vallée du Gifre au-dessus de Samoin, en Haute-Savoie. J'avoue que j'avais quelques appréhensions à l'idée de rencontrer Claire, ma prof de marche afghane. Il faut dire que je me balade en montagne depuis toujours sans avoir l'impression d'avoir besoin de conseils, mais j'allais vite comprendre que l'expérience proposée par ma coach était en réalité beaucoup plus riche que je ne l'imaginais. Est-ce que tu as des attentes par rapport à l'expérience qu'on va vivre, cette initiation à la marche afghane? Oui, j'aimerais arriver à être plus zen, moins fatigué quand on fait de la rando. Eh bien, moi, j'en ai pas. C'est un des rares moments quand je suis dans cette pratique de marche afghane où je n'ai pas d'attente et j'avoue que du coup, ça laisse plein de possibles et c'est très agréable à vivre ça comme ça. Donc c'est un état d'esprit alors ce que tu vas me proposer aujourd'hui. Je pense.
Tu le diras. Enfin, c'est à toi de nous expliquer ce que tu vas ressentir et vivre au final. Donc, il faut que j'ouvre tout. Exactement. Après les premières explications de Claire, au premier abord, la marche afghane ne me paraît pas très compliquée. Respirer par le nez tout en comptant ses pas, c'est juste un réflexe qu'on pratique tous les jours sans s'en rendre compte. Allez, je me lance. Ok, bon en fait, ça va être un peu plus complexe que prévu. Ça essouffle un peu quand même. Ah, il y a un souci, c'est pas aussi facile. Faut que je marche plus doucement alors. Peut-être que voilà, simplement marcher plus doucement. On y retourne en marchant plus doucement. Et oui, cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Il faut en permanence se rappeler qu'on doit respirer par le nez et uniquement par le nez, tout en calant sa respiration sur un nombre de pas précis. L'expérience est troublante. Je dois tout simplement réapprendre des fondamentaux que je croyais définitivement acquis depuis l'enfance. Ah, j'y arrive pas, c'est terrible. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose... J'ai pas le même rythme à la montée, à l'aspiration qu'à l'expiration. Mhm. Pour dire comment je serais bien, je vais essayer de le faire spontanément. Ouais. Alors je vais dire. Oui, mais c'est avec la bouche. Mais oui, mais tu peux pas. Il y a plein de paramètres. Si, tu peux. Mais non, parce que le trou est trop petit. C'est contrôler en fait vraiment cette quantité d'air. Ah, c'est agir sur la quantité d'air que tu mets. C'est en conscience. Donc c'est normal que ça choisis. soit difficile. C'est tout à fait normal que ce soit déroutant, difficile, peut-être même angoissant pour certaines personnes parce qu'il y a ce manque d'air, Oui, j'ai etc. des sensations, oui. C'est ce que je perçois aussi. Donc ouais, tout ça, c'est normal. Bon, je C'est réessaye. une phase en fait qui est un petit peu perturbante. La pratique de la marche afghane se fait le plus souvent en groupe. Très en vogue depuis quelque temps, elle est aussi le prétexte à des expériences de contemplation lente de la nature. Au fait, pourquoi appelle-t-on ça la marche afghane ? Eh bien parce que ce sont les caravaniers afghans qui l'ont inventée. Il faut dire que parcourir jusqu'à 60 km par jour, parfois pendant plusieurs semaines, nécessite d'économiser l'effort et l'endurance. Enfin, ça y est. Après quelques difficultés au départ, il semble maintenant que le rythme de la marche afghane devienne pour moi peu à peu naturel. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça m'a débouché les oreilles, c'est-à-dire que j'entendais mieux. Tu vois les oiseaux là, l'avion, Oui. enfin tout ce qu'on n'entend pas d'habitude. Et ça t'oblige à marcher doucement et c'est pas fatigant. D'accord. Alors à ton avis, comment on pourrait résumer ça? Le fait de respirer uniquement par le nez, ça demande à être comment? J'ai l'impression que ça limite le moteur, parce que tu as moins de carburant. Oui. Donc le corps s'adapte et tu vas au rythme que te permet la quantité d'air aspiré. Tout simplement, de façon physiologique, le fait d'inspirer par le nez, on va filtrer l'air avec les poils qu'on a dans le nez, etc. On peut humidifier l'air quand il fait très chaud, ce qui est le cas aujourd'hui. On peut éventuellement le réchauffer s'il fait très froid. C'est comme un sas, en fait, le nez. Cette respiration-là va venir stimuler notre système parasympathique, celui de la détente. Donc le paradoxe, si tant est qu'il y en ait un, ça va être qu'on va marcher, on va être en mouvement, et en même temps, on va se détendre et se relaxer. Très bien. Grâce au conseil de Claire, je mesure maintenant pleinement tout l'intérêt de ce travail sur soi, issu d'une simple façon de respirer. Après cette marche quelque peu méditative, je dois bien avouer que le jeu en valait la chandelle, le spectacle à l'arrivée au sommet n'en est que plus somptueux. Alors, si tu veux bien, on va prendre un petit moment. Je vais te demander de t'arrêter et être bien stable sur tes appuis et fermer les yeux. En fait, on va rester encore un petit peu avec les sensations corporelles, celles qu'on a mises en place. Peut-être que tu vas sentir ton cœur qui bat un peu fort. Repère aussi ta respiration, apprécie le vent aussi en contact avec ta peau. Et puis quand on a envie, quand tu es prêt, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et observer ou plutôt ressentir ce paysage qu'on a face à nous. Voilà, le ressentir, voir ce qu'il t'inspire en fait. Tu saurais me dire spontanément ce qui te vient là à l'esprit? Puissance et calme. Ouais. Puissance parce qu'en fait, tu sens toute la force du plissement alpin. Calme parce qu'il ne se passe rien, pas grand-chose. Et en fait, c'est pas vrai, parce qu'à l'échelle géologique, c'est en mouvement perpétuel, mais nous, on ne le ressent pas. Et il y a peut-être une résonance entre ce que tu racontes là et puis ce qui se passe là maintenant à l'intérieur de toi, ou pas. C'est possible.
C'est pas quelque chose de ciblé pour les gens un peu perchés qui mangent des graines. Hein, non, 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 vraiment, je pars toujours de choses très concrètes, du corps, de l'expérimentation aussi, en fin de compte. Donc je pars de ce que les gens vivent. Ça reste très concret. Et effectivement, par la suite, on peut, enfin, en termes de ressenti, on peut aborder des choses parfois un peu plus subtiles. Mais on part toujours du corps. C'est comme en yoga, en fait. Donc là, c'est juste un début. Hein, exactement. ce que tu m'as montré. Exactement. Et oui, faudra revenir.